Bonsoir, Mediapart Live continue et comme vous le savez peut-être déjà, jusqu'à minuit, il y a une offre spéciale pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui voudraient nous connaître pour 20 €. Ce sont 6 mois d'abonnement qui vous sont proposés. L'émission continue donc avec un grand entretien avec Cécile Duflot. Bonsoir. Bonsoir. Et avec moi pour l'interroger, Lénaïque Bredou, journaliste à Mediapart. Alors Cécile Duflot, le grand public vous connaît parce que vous avez été une responsable politique écologiste de premier plan. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une ONG, l'ONG Oxfam, et vous avez pris la parole, notamment à travers une tribune dans le JDD, sur le mouvement des Gilets jaunes et sur la réaction d'Emmanuel Macron. Vous avez parlé de contrat social rompu. Voilà, à quel point Emmanuel Macron, selon vous, a réussi à retisser un peu de ce contrat social? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que cette crise, c'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu, en fait. Et toutes les études qui sont en train d'être réalisées pour essayer de creuser les motivations de ces gens assez disparates qui sont mobilisés sur les barrages, dans les manifestations, certains parfois en passant à un acte violent, prennent racine dans une réalité qui est l'aggravation des inégalités en France, avec à la fois plus de pauvres, 1,2 million de pauvres de plus les 20 dernières années, mais surtout des très très riches qui deviennent encore plus riches. Et tout particulièrement cette dernière année, avec les décisions fiscales qui ont été prises par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Le travail d'Oxfam France, et le travail d'Oxfam en général, c'est de documenter cette question des inégalités. Parce qu'il nous semble que à la fois le changement climatique et les inégalités, qui sont très liés, sont les deux éléments absolument décisifs qui soit peuvent nous permettre de résoudre les problèmes si on s'y attaque, soit à l'inverse accentuent les fractures de nos sociétés. Et il y a un an, on a publié un rapport qui s'appelle « Les pauvres en paix, l'impôt cassé », qui analysait les projets de réforme fiscale, le projet de réforme fiscale du gouvernement, et qui disait le résultat risque d'être une aggravation des inégalités, c'est-à-dire que ce sont les moins riches, les plus pauvres, à qui ça va coûter, et en revanche, ça va bénéficier de manière très large aux plus riches. Ça a été depuis documenté, montré, et c'est la réalité. Et je pense que ce terreau-là est un terreau qui rend les choses insupportables, injustes, tout simplement. Alors, si je reprends votre diptyque inégalité sociale, fiscale, plus enjeu climatique, bon, il y a déjà une chose qui a disparu de l'intervention d'Emmanuel Macron lundi soir, c'est l'écologie. Et sur le reste des mesures, quel est votre sentiment? Mais ce n'est pas anecdotique, en fait, que cette dimension ait disparu. Parce que si vous vous souvenez bien, avant le déclenchement de cette crise, Emmanuel Macron se disait exemplaire et qu'il était à la tête d'un gouvernement exemplaire puisqu'il augmentait les taxes sur le diesel et plus largement la taxe carbone. Donc nous sommes favorables à une fiscalité écologique, mais à une fiscalité qui soit aussi plus redistributive et plus juste. Il faut qu'elle soit les trois. Et elle était un peu plus écologique, mais elle n'était absolument pas ni plus juste, ni plus redistributive. Et surtout, là aussi, le terreau inverse, c'est que sur toutes les autres mesures et dans tous les autres champs, la politique menée par le gouvernement, c'est d'ailleurs le constat de Nicolas Hulot au moment de sa démission, ne prenait absolument pas des mesures qui allaient dans le sens de s'attaquer à la fois au dérèglement climatique, mais aussi de s'adapter à la réalité qu'impose le changement, et notamment à développer des transports en commun pour les gens qui sont contraints d'utiliser leur voiture. Donc en fait, il y a cette hypocrisie de l'absence de lutte écologique, il y a une espèce d'habillage pour dire c'est une taxe soi-disant écologique, alors qu'on sait bien que sa motivation à cet instant ne l'était pas. C'était une motivation bien plus budgétaire qu'écologique, même si, je le redis, la question de la fiscalité écologique est une question qui reste ouverte. Et du coup, ce combo inégalité, injustice et hypocrisie sur l'environnement, à mon avis, a fait un espèce de système qui a fait émerger ce mouvement assez inédit, difficile à appréhender, mais qui prend racine dans les tripes de la population. C'est vraiment quelque chose qui vient du ventre, qui vient du sens même de sa propre vie. En quoi vous estimez que ce mouvement est difficile à appréhender? Parce que je vous pose cette question parce qu'en même temps, les aspirations des Gilets jaunes, telles qu'elles ont été retranscrites dans énormément de reportages, d'entretiens avec eux,
montre finalement une volonté de plus grande justice sociale, de plus de salaire, de plus de pouvoir d'achat, c'est-à-dire une vie meilleure pour tous. Ce qui paraît être une évidence. Donc en quoi c'est difficile de l'appréhender ? Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres, il y a des éléments périphériques. Ça peut être de baisser vraiment les taxes, de considérer que l'impôt sert moins. Il y a cette dimension-là aussi. Mais sûrement parce que cette question du consentement à l'impôt, elle est liée à qu'est-ce qu'on en fait de cet argent. On n'est pas contre payer des impôts, mais qu'est-ce qu'on en fait ? En plus, en vrai, tout le monde, spontanément, peut se dire, si on baissait les impôts, globalement, la vie serait plus simple, en fait. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, quand je parlais d'inégalité, un des autres éléments de ce terreau, c'est la hausse des dépenses contraintes des ménages. Donc, en fait, quand on parle de niveau de vie, et notamment sur la question du logement, par exemple, on sait bien que ce sont les 10% les moins riches qui payent jusqu'à aujourd'hui 40% en moyenne de leurs revenus pour leurs dépenses de logement. Donc, quand je dis difficile à appréhender, c'est qu'il n'a pas exactement les mêmes motivations pour chacun. Il n'y a pas un mot d'ordre collectif, il n'y a pas une organisation. C'est un mouvement assez spontané ou assez de génération spontanée. Le meilleur exemple en étant le signe de ralliement. Je pense que si un activiste avait eu cette idée, on pourrait le qualifier de génie. Alors qu'en fait, le corps collectif s'est saisi de quelque chose qui était obligatoire, donc que tout le monde avait. Et qui en plus est fait pour être très visible. Donc c'est ça, quand je dis difficile à appréhender, c'est qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de mot d'ordre décidé, il n'y a pas de décision collective. Donc c'est une mobilisation large et qui aussi fait appel à d'autres choses. Vous avez dit quelles étaient les motivations, en tout cas ce qui était avancé, mais ce que j'entends aussi, c'est le fait de vivre quelque chose de différent. Et que pour tous ces gens qui vivent des moments d'occupation, de barrage, de partage, c'est aussi vivre différemment dans un monde où on a été beaucoup contraint à l'individualisme, au repli sur soi, avec moins de structures collectives. Et est-ce que ça vous a un peu bousculé, ou en tout cas fait réfléchir, vous qui avez été longtemps responsable politique, de voir un mouvement complètement, effectivement, en dehors des cadres politiques existants, mais aussi en dehors des cadres associatifs, en dehors des cadres de mobilisation classiques de la société civile ou de la population, que ce soit syndicale, associative, politique. Est-ce que, finalement, cette parole que vous avez prétendu aussi porter, celle de gens qui vivent parfois difficilement, en tout cas pas très bien, et de la voir finalement éclore dans l'espace public, totalement en dehors des cadres dans lesquels vous-même vous vous êtes inscrite ? Comme vous l'avez dit, c'est à l'imparfait. Moi, aujourd'hui, je dirige une ONG dont la revendication au niveau international, c'est le pouvoir citoyen. C'est-à-dire la conviction qu'on ne peut pas décider à quelques-uns pour tous. Et c'est que ce pouvoir doit être plus largement partagé. Et que par ailleurs, la mobilisation collective peut être utile. Donc nous, on soutient partout dans le monde, on est présent dans 90 pays, des mobilisations qui, en Afrique, présentent d'autres natures. Le ballet citoyen, par exemple, qui à chaque fois, justement, ne sont... C'est la force d'ailleurs de certaines mobilisations citoyennes, c'est qu'elles ne sont pas organisées. Donc on peut le regretter, y compris que les ONG, comme Oxfam, comme les syndicats, soient pas le lieu on va dire, de socialisation à l'action collective. Mais quelque part, je pense que ça me paraît pas très grave. C'est-à-dire que je crois plutôt que ces organisations sont un débouché à des moments où naissent des mobilisations, plutôt qu'elles ne les organisent. Quelle qu'elle soit d'ailleurs. L'histoire politique regorge de partis créés ou d'organisations politiques ou de fusion de partis après des mouvements syndicaux, d'émergence de différentes conceptions. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1980, c'est pas seulement le Parti socialiste et François Mitterrand, c'est aussi le mouvement des mutuelles, c'est aussi tout le mouvement de l'éducation populaire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se coalisent. Et la force des Gilets jaunes, c'est sa visibilité, une forme de spontanéité, mais aussi une justesse. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que le pari que j'ai pu voir en spectatrice du gouvernement, c'est qu'après le premier week-end assez violent, avec des images choquantes, le pari, on va dire la lecture normale, c'était de dire maintenant ils sont décrédibilisés, le truc va s'effondrer et le soutien populaire va disparaître. La réalité, c'est que le soutien populaire n'a pas du tout disparu. Et il ne l'a pas du tout. Là, si j'ai bien vu le tout dernier sondage, après l'intervention du président de la République, le soutien populaire a augmenté. Et donc, il faut se poser cette question, y compris un certain nombre de gens qui ne sont pas ni sur les barrages, qui sont encore moins des gens qui manifesteraient, et encore moins qui procéderaient à des actes violents, se sentent quelque part représentés, ou en tout cas, ou vengés, ou en tout cas ne veulent pas accabler. Et ça dit quelque chose de très fort sur la société française, et ça dit quelque chose de très fort sur ce qu'est une mobilisation citoyenne.
par principe, en fait, ça n'est pas organisé. Donc je pense qu'il ne faut pas l'analyser comme l'échec de la représentation, l'échec de... En fait, ce mode de représentation tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans un univers, notamment celui des réseaux sociaux, où l'horizontalité peut être bien plus grande, c'est tout simplement plus adapté. Donc ça va poser la question d'une autre forme de démocratie, c'est certain. Mais alors, sans vouloir vous renvoyer encore une fois à ce passé c'est tentant, hein. partisan, c'est tentant, on peut continuer à le faire. Mais ce qu'on se disait aussi à travers les premières enquêtes qui sont sorties sur les Gilets jaunes et notamment la sociologie de ces Gilets jaunes, on se disait, si on caricature un petit peu, c'est presque l'inverse de la sociologie de l'électorat écologiste ou centre-gauche, humaniste, classique, quoi. Est-ce que ça ne pose pas question sur, sur cette capacité à lier justice sociale et écologie, comme vous le défendez depuis le début. Ça, c'est plus compliqué. Moi, je pense que, et je le dis avec simplicité, au tout début, on s'est dit, oulala, on va être complètement à front renversé. Quand je dis nous, c'est toutes les organisations écologistes, ONG, mais même éventuellement partis politiques qui défendent cette transition écologique, et on va se retrouver en frontal. D'ailleurs, on a au début raconté cette histoire, les gilets jaunes contre les gilets verts. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Pourquoi ? Parce qu'une immense majorité des gilets jaunes sont conscients de la réalité du dérèglement climatique, comme tous les citoyens de ce pays, et même plus largement de la planète, parce qu'ils le vivent déjà. Donc je pense que finalement, c'est aussi une crise de la question écologique, c'est-à-dire sans doute le premier mouvement social lié à cette question, parce que ce n'est pas un hasard si ça a déclenché autour d'une taxe qu'on dit taxe carbone, ou enfin, quel que soit le terme. C'est qu'on s'est dit, non mais là, c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, ça marche pas, ça. C'est pas vrai. On nous ment. Et alors qu'en fait, il y a un vrai problème. Ensuite, sur la question de la sociologie de l'électorat écologiste, c'est pas moi qui suis la spécialiste de ça, mais je pense que c'est erroné de le considérer uniquement sur ce plan. On voit ce qui se passe dans un certain nombre, enfin, si on regarde la carte, qui est plus complexe que cette lecture évidente. Et ce discours sans cesse qui a voulu ramener la nécessité de la transition écologique aux classes supérieures, c'est une grave erreur. Je le dis parce que Oxfam, je le disais, est une ONG internationale. Aujourd'hui, ceux qui vivent le dérèglement climatique, ce sont les plus pauvres. Et ce sont les plus pauvres dans les pays les plus pauvres de la planète. Ce sont les paysans et les paysannes du Sahel, ce sont les pêcheurs du Sénégal, et la liste est très longue. Ce sont tous ceux qui vivent en Asie du Sud-Est. Les principales victimes aujourd'hui de la crise écologique, ceux qui en ont le plus conscience, qui le vivent dans leur chair jour après jour, les petites filles qui quittent l'école parce que leur mère leur demande de les accompagner parce que l'eau est trop loin et qu'il faut marcher trop longtemps et qu'on peut faire qu'un aller-retour par jour et que donc il faut que les jeunes filles de 12-13 ans quittent l'école pour accompagner leur maman. C'est pas du tout des classes favorisées. Donc ça, il faut sortir de la tête cette idée-là. Avec ce chiffre qu'Oxfam a sorti il y a longtemps, qui montre très bien que 50% de la population la plus pauvre émet 10% des gaz à effet de serre. Et à l'inverse, les 10% les plus riches, c'est 50%. Donc cette réalité de l'inégalité face au dérèglement climatique et de la compréhension très immédiate et très actuelle, elle est très largement partagée par les plus pauvres sûrement, mais par une grande partie des classes populaires, oui. On y reviendra tout à l'heure justement en parlant de ce que serait une fiscalité écologique juste. Mais pour rester sur la question du mouvement des Gilets jaunes, vous avez tout à l'heure évoqué la question des violences très rapidement. Est-ce que vous avez aussi été surprise, ou enfin, en tout cas, comment vous analysez parfois la violence assumée comme telle sur certains ronds-points, ou même évidemment dans les manifestations parisiennes, de certains Gilets jaunes disant voilà, il faut aussi assumer une sorte de rapport de force, d'action violente, en disant de toute façon on n'en peut plus. C'est aussi la manière de le dire, de l'exprimer, de l'imposer dans le débat public. Est-ce que vous avez été surprise par cette radicalité-là et par ce choix de mode d'action parfois violent ? Alors, d'abord, moi, je suis, à titre personnel, dans mon histoire, dans mon militantisme, très attachée à la question de la non-violence, et je suis dans une organisation, Oxfam, qui le pense aussi. Donc, c'est forcément interpellant. Pourquoi c'est interpellant ? Pour deux raisons, deux lectures qui m'ont, enfin, plus exactement, j'ai écouté l'historienne Mathilde, non, elle ne s'appelle pas Mathilde, si, Larère, son prénom, Mathilde Larère, pardon, j'avais peur de me tromper de prénom, qui explique l'histoire des jacqueries, puisque souvent on a utilisé ce terme, qui est le moment où en fait les représentants deviennent insupportables, c'est-à-dire qu'ils ne remplissent plus leurs fonctions, et que c'est l'élément déclenchant de la violence. Et la deuxième, c'est une tribune qui a été publiée par un historien dans Le Monde qui dit que les inégalités n'ont été réduites de façon drastique qu'après des moments de violence intense ou après des très grandes épidémies.
Et ça m'a beaucoup perturbée, parce que c'est vrai que pour une organisation comme la nôtre qui lutte contre les inégalités, partout dans le monde, pas seulement en France, c'est très violent de lire que en fait, le seul moyen d'y arriver, en tout cas historiquement, c'est le passage à l'acte violent. Ce qui est sûr, c'est que on va recevoir, petite parenthèse, parce qu'on reçoit Thomas Piketty tout à l'heure, et c'est ce qui montre aussi que les chutes des inégalités est souvent liée soit à des épisodes de guerre ou alors de très intenses conflits sociaux. Donc si maintenant on a la conviction, que la réalité de cet accroissement des inégalités est un fait, et que deux, en fait finalement elle provoque de la violence, c'est ça. La réalité, c'est que la cause de la violence, ce qui arme les bras de ces gens, ce qui fait que des gens qui n'ont aucune histoire de violence, jamais, qui tout d'un coup, à 35 ans, se retrouvent sur les Champs-Élysées en train de brûler des voitures, c'est une sorte de rage intérieure qui provient de cette inégalité. Alors ce qu'il faut démonter, si on veut démonter la violence, c'est la cause de cette violence, et ce sont donc les inégalités. Moi, je serais de prime abord, tout le monde, et d'ailleurs on voit bien, on condamne les violences. Bien sûr que c'est choquant, bien sûr que c'est dérangeant, et puis surtout, moi je le dis, il y a la violence des manifestants, mais là quand même on s'est habitué à un niveau de violence, de réponse de la part des forces de l'ordre qui est problématique. Enfin, c'est pas possible qu'un jeune homme perde sa main, vous en avez parlé dans le débat précédent, mais il faudrait qu'on arrête là. Enfin, ça se passerait dans un autre pays, on pourrait s'indigner assez facilement. Et c'est l'avantage d'être dans une organisation internationale, c'est que vous vous rendez compte que ce que vous dites à propos de ce qui se passe dans d'autres pays, de la manière dont est réprimée la société civile dans d'autres pays, finalement, parfois, vous tolérez presque des choses supérieures dans votre propre pays. Enfin, moi, c'est quelque chose, pour le coup, c'est un phénomène qui date de longue date, qui date de l'état d'urgence, mais on s'est dit, ben voilà, on est prompt à donner des leçons. Mais regardons, quand Erdogan explique qu'il faut que la France soit plus respectueuse avec ses manifestants, évidemment que c'est révoltant, c'est insupportable. Mais il a des éléments qui lui permettent de réagir de cette manière. Donc oui, il y a la question de l'armement de certaines forces de l'ordre, et que la violence crée la violence. C'est cette fameuse lettre du préfet pendant mai 68 qui dit, du préfet Grimaud, quand vous blessez un manifestant, vous créez la rage de la vengeance chez ses compagnons. Et à l'inverse, même si eux sont violents, ils respectent au fond d'eux le fait que vous refusiez de l'être. Et ça, je pense que c'est très important. Et cette culture pour le coup, de la décroissance de la violence, de résoudre le problème, pas seulement de s'indigner, de résoudre le problème, pour nous, c'est fondamental. Dernière question juste sur les Gilets jaunes. Est-ce que, encore au registre des surprises, une des bonnes nouvelles, on peut le dire, c'était quand même aussi l'émergence de la question démocratique de manière assez différente que ce qu'on a connu jusque-là, où beaucoup de gens se sont appropriés le sujet, l'ont porté. Voilà, ça a surpris beaucoup de partis politiques aussi, d'associations qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets, où tout d'un coup, on a vu des gens sur des ronds-points débattre du référendum d'initiative citoyenne, voilà, de la prise en compte du vote blanc, du mandat révocatoire, etc. Enfin voilà, plein de choses qui jusque-là restaient quand même dans des débats un peu confidentiel parfois. Comment vous expliquez que cette question démocratique, tout d'un coup, soit aussi apparue de façon aussi importante dans ce mouvement ? Alors là, je vais répondre à titre personnel parce qu'on n'a pas de position Oxfam très élaborée sur ce sujet, même si je l'ai dit, pour nous, la question de... Enfin, on est une organisation qui à la fois fait de l'humanitaire, mais considère qu'il faut s'attaquer aux causes de la pauvreté et des inégalités, et que donc il faut s'engager dans le débat public dans tous les pays dans lesquels on est présent. Mais là, pour le coup, je vais faire peut-être un peu le lien, ça va vous faire plaisir avec mon expérience antérieure. C'est vrai que le système démocratique actuel, il est complètement dysfonctionnant. Il n'y a plus d'Assemblée nationale. Il y a un groupe majoritaire, très largement majoritaire, qui, sans leur faire du tout offense, serait remplacé par des machines à voter, ça ferait le même résultat. Ça fait longtemps qu'il y a une chambre d'enregistrement. Mais c'est pas nouveau, effectivement, ça n'est pas nouveau. Mais du coup, il n'y a pas de régulation. Et du coup, vous avez un homme seul, le président de la République, et l'ensemble des citoyens. Et ce que je trouve effectivement très intéressant, c'est qu'en fait, ils ne se sont pas dit on va décider nous tous tout seuls. Ils ont commencé, enfin, il y avait une vraie réflexion sur quelle méthode utiliser, sur quel type d'élection, quel type de mode de décision, sur effectivement le rôle du vote blanc. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce qu'il y a la volonté de résoudre le problème de cette crise démocratique. Mais d'ailleurs, aucun problème ne peut être résolu si on ne s'attaque pas vraiment à cette question-là. Parce que c'est tout à fait légitime de se sentir pas représenté. Quand on regarde l'endogamie de la classe politique aujourd'hui, elle saute aux yeux. Et cette déconnexion, elle s'est vue dans beaucoup de réactions, dans beaucoup je disais souvent en matière de boutade, c'est qui, parmi les députés, ceux pour qui le repas de fête, c'est d'aller aux courtes pailles ? Ben non. Et c'est comme ça qu'ils passent à côté des 5 € d'APL, de ce que ça veut dire dans un budget pour certains 5 €. Pour certaines familles, c'est manger ou pas manger pendant une journée.
pour une immense majorité des dirigeants politiques, c'est éventuellement la moitié d'un pourboire. Et moi, je l'ai vécu pour le coup, c'est sans doute une des choses que j'ai vécues le plus douloureusement. Et je l'ai vécu dans le sens inverse. C'est un vrai témoignage. Je me souviens un jour, une dame qui m'a pris la main et qui m'a dit « Ah, je vous remercie ». Et je ne comprenais pas du tout pourquoi elle me disait ça. Je lui dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Parce que vous êtes dans le bus. Vous aussi, vous prenez le bus. Je ne pensais pas que c'était possible. » Et je me suis dit « Waouh !» Enfin, effectivement, quel éloignement il peut y avoir pour que on ne puisse pas imaginer, enfin qu'on puisse se sentir si différent. Mais il y a une réalité quand même derrière. Et cette réalité, c'est aussi celle-là qui nourrit la colère et la rage. Alors, on va peut-être approfondir la discussion sur la notion de fiscalité écologique, puisque quand vous étiez au gouvernement notamment, il y a eu, sous François Hollande, il y a eu cette fameuse affaire de l'écotaxe. On se souvient des portiques qui devaient être installés. À l'époque, on ne parlait pas de gilets jaunes, on parlait de bonnets rouges. Et vous aviez déploré à l'époque l'abandon de l'écotaxe. Alors, est-ce que ça ne posait pas aussi problème quand même à l'époque? Est-ce que la réflexion sur le social et l'écologie était pas aussi ratée comme elle a été ratée par Emmanuel Macron? Mais oui, mais parce que le problème, c'est que si on prend une taxe, indépendamment du reste du débat budgétaire ou fiscal, évidemment qu'on peut tout polariser. La réalité, et en fait, sur l'écotaxe, c'est plein d'autres histoires. C'est la réalité des principaux opposants à l'écotaxe. L'histoire l'a montré, c'était les chargeurs et l'industrie agroalimentaire bretonne, qui a été, pour le coup, très habile. Ça ne ressemblait en rien à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était pas le même phénomène que les gilets jaunes. Il ne faut pas le comparer. En revanche, ce qui est sûr, c'est que tant qu'on ne pense pas à cette fiscalité de manière globale avec une dimension beaucoup plus redistributive et beaucoup plus progressive, forcément, tous les impôts qui s'appliquent à tout le monde apparaissent d'autant plus injustes. Mais parce que c'est une réalité. C'est une réalité que quand on augmente la TVA, quand on augmente la CSG de manière unilatérale, elle pèse plus sur ceux qui ont des revenus plus faibles en proportion que sur les revenus les plus élevés. Qu'aujourd'hui, les 1% les plus riches ont énormément profité de cette réforme fiscale. Et donc, la question de la fiscalité écologique, c'est la question de son acceptabilité. Et donc, de qu'est-ce qu'on substitue à ce qu'on veut pénaliser par la fiscalité. Mais pour ça, je voudrais dire qu'il y a 3 modes d'action quand on réfléchit en termes d'action publique. Il y a la fiscalité, bien sûr. Parce que là où vous mettez un impôt le plus important, normalement, ça coûte plus cher, donc c'est moins consommé, etc. Il y a aussi la commande publique. Qu'est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous permettez d'acheter? Si vous décidez, par exemple, que toutes les cantines de France vont devoir acheter des produits bio, la production bio va forcément être impactée par cette commande. Et enfin, le troisième mode d'action, c'est la réglementation. La réglementation, vous dites, ça c'est permis, ça c'est pas permis. Et quand on réfléchit uniquement sur la fiscalité, on oublie les deux autres. Quand je parle de commande publique, je parle aussi d'investissement. Si vous dites, en fait, la taxation des transports privés est plus importante, mais vous avez des transports en commun et des transports en commun moins chers, voire gratuits, c'est pas du tout la même histoire que si juste vous augmentez la taxe sur... Donc il faut réfléchir à une politique de manière globale. Pour le coup, il y a vraiment beaucoup d'organisations, toutes celles qui sont réunies au sein du réseau Action Climat, qui ont dit, redit, mais peut-être depuis 10 ans, ce que c'était cette solution. C'est-à-dire comment on fait en même temps, pour le coup, une taxation sur ce qui coûte à la société, et notamment ce qui coûte parce que ça aggrave la dette climatique ou la crise climatique, mais ce qui lui rapporte, dans quoi on investit, dans les économies d'énergie, parce que si vous taxez plus le fioul, mais que vous donnez la possibilité aux gens d'isoler leur bâtiment, la situation peut s'inverser. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un débat complètement absurde de penser la fiscalité ou la fiscalité écologique par le petit bout de la lorgnette. Mesure par mesure. Nous, on mesure, à Oxfam, on a beaucoup travaillé sur cette vision globale de la fiscalité et sur en quoi ça contribue ou pas à réduire les inégalités. Effectivement, il y a une question de globalité, il y a aussi une question de temporalité, parce que ce qu'on paye aujourd'hui collectivement, c'est aussi des choix de politique publique et de mode de consommation faits il y a très longtemps. Si on parle de l'étalement urbain, c'est-à-dire les gens habitent loin des centres-villes, donc développer des transports publics pour tout le monde, c'est compliqué. Quand on éloigne des zones pavillonnaires très loin, donc ça veut dire les gens ont leur voiture. Enfin, vous savez ça aussi bien que moi, évidemment, mais voilà, et que du coup, on leur taxe leur diesel ou qu'on leur taxe sur la taxe foncière, etc. Comment on fait pour gérer cette différence de temporalité entre une taxe qu'on instaure et un changement de fiscalité qui a un effet relativement immédiat et le fait que ça suppose de fait que les gens changent d'habitude, changent de mode de vie? Il faut offrir cette possibilité alternative.
Et c'est là où on peut travailler sur l'autre volet de la fiscalité, sur le fait qu'elle soit beaucoup plus redistributive, surtout l'argent qui, aujourd'hui, ne rentre pas dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, je crois que on peut financer 8 fois la baisse de l'APL avec la suppression de l'ISF. Il faut aussi se dire, cet argent, il existe. Il ne faut pas que les gens qui nous écoutent se disent que les caisses de l'État sont vides. Parce qu'on a beaucoup raconté ça. Pas du tout. Aujourd'hui, la diminution de la taxe, de l'impôt sur les sociétés, ça va sans doute diviser par 2 les recettes. Ça se compte en 15 à 17 milliards d'euros. Enfin, vous imaginez ce qu'on peut faire avec ces sommes-là? Donc, il faut aussi se dire que c'est moyen d'investir dans des politiques qui rapportent. Parce que c'est ça la grande nouveauté. C'est pas la même chose de parler d'écologie en 2018 et de le faire en 2008. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que si on ne fait pas face au dérèglement climatique, ce sera évidemment beaucoup plus coûteux, y compris en vie humaine, mais même financièrement. Aujourd'hui, on a les solutions techniques, technologiques, et c'est moins cher d'agir pour lutter contre le dérèglement climatique et pour travailler à l'atténuation des pays pour les populations qui en sont déjà victimes. Donc c'est ça qui est rageant, c'est qu'en fait, ce choix-là est un choix qui est un choix rationnel, est un choix qui n'est pas fait, mais est un choix rationnel. Donc la réponse à votre question, c'est qu'on engage de façon massive ces politiques d'investissement. Ça veut aussi dire passer à une agriculture beaucoup plus paysanne, beaucoup moins consommatrice d'intrants chimiques en France, mais partout dans le monde. Ça veut dire que dans ces choix d'aide publique au développement, la France arrête de soutenir des modèles de développement qui sont des modèles de développement qui continuent d'aggraver la crise climatique. Enfin, c'est vraiment un choix de changement global de politique publique. Et ça changera beaucoup les choses. J'ai lu des témoignages, pour le coup, de jeunes femmes gilets jaunes qui disaient qu'elles prenaient le train. Je crois que c'est dans la région d'Angers. C'était 50 minutes au lieu de 25 minutes en voiture. Mais elles disaient, mais bon, je risque pas d'accident, puis je suis avec une copine, je discute, je suis plus à l'aise. Sauf que le train a été supprimé. Et donc, la réalité, c'est qu'en fait, ces solutions, elles peuvent exister. Mais c'est une vision de politique publique globale. Et surtout, ça n'est pas de l'hypocrisie. En fait, quand vous dites aux gens, il va falloir arrêter de prendre votre voiture, et d'ailleurs, on va vous taxer pour que vous la preniez moins, mais qu'il y a zéro solution, qu'on a supprimé les transports en commun, ou que le coût du logement à proximité de son lieu de travail est exorbitant, et ben vous mettez les gens dans une situation impossible. Et tout à l'heure, vous parliez du poids des lobbies sur l'écotaxe, en l'occurrence des lobbies de l'agroalimentaire breton. Est-ce que, aussi dans ce sentiment d'impuissance, que c'est pas possible, qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, qu'il faut réformer la SNCF au nom de la concurrence et donc supprimer des trains, est-ce que c'est pas finalement le poids de certains lobbies idéologiques et aussi au cœur de l'administration publique, voilà, dont vous avez pu faire l'expérience et comme ministre et comme député et aujourd'hui à la tête d'Oxfam? Alors, les lobbies idéologiques, comme vous dites, c'est un peu rageant, parce que c'est souvent bête, en fait. Notamment toute cette histoire, et c'est la politique fiscale, les choix fiscaux dont je parlais, c'est le résultat de cette idée sur le ruissellement. Toutes les études maintenant montrent que ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas, et pas des études d'économistes gauchistes, si tant est que ça existe, des études du FMI, enfin voilà, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est ça qu'on continue à faire. Donc je pense que la logique peut être inversée, c'est que il y a une réelle volonté politique de maintenir ce système injuste. Oui, c'est peut-être pas de la stupidité, mais pas que de la stupidité. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, je pense que l'étude qui a sorti Oxfam il y a un peu plus d'1 an, et c'était pas dur de la lire, l'OFCE disait la même chose. On a délibérément choisi de faire une politique qui prenait aux plus pauvres pour donner aux plus riches. Donc ça, c'est un choix. Avec le pari que ça allait tenir, entre guillemets. Sauf qu'évidemment, à un moment, ça ne fonctionne plus. Et nous y sommes. Mais ensuite, les lobbies économiques avec les intérêts de court terme, c'est une évidence. On a sorti un rapport, et les Amis de la Terre également, sur le financement des banques aux fossiles qui a augmenté cette dernière année. Enfin, ça ne peut que mettre en colère, bien sûr. C'est-à-dire les banques qui financent des projets favorisant les énergies fossiles. Exactement, au détriment des énergies renouvelables. Alors que tous les discours tiennent le contraire. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus de transparence, il faut beaucoup plus de surveillance, mais il ne faut pas être dupe. Et il ne faut pas être dupe que des choix politiques dont je parlais, ce sont des choix politiques qui vont attaquer des intérêts économiques, qui sont des intérêts économiques de court terme. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard non plus s'il y a autant de défenseurs de l'environnement qui ont été victimes, y compris qui en sont morts, et qui sont le plus souvent victimes de gros intérêts économiques dont la rentabilité à court terme est de détruire l'environnement. Mais si je rebondis là-dessus, le fait de vouloir flécher, par exemple, l'investissement des banques privées, voire des banques centrales,
vers des projets écologiques. Là, on rentre dans le dur, si L'aide j'ose dire. publique au développement, vous pouvez rajouter. Oui, ça, mais je pense notamment aux banques privées, parce que là, on rentre dans le dur du système capitaliste, pour nommer les choses, c'est-à-dire la décision d'investissement privé, d'allocation du capital, comme disent les économistes. Si je reprends aussi votre exemple sur les lobbies économiques, on disait que ce n'est pas de la stupidité, ça peut être tout simplement... Du cynisme. Peut-être du cynisme, en tout cas une rationalité qui dit finalement l'État a besoin d'avoir une bonne image auprès des marchés financiers et donc il faut qu'on fasse les réformes qui leur conviennent. Donc en fait, ce que vous nous décrivez, c'est qu'il faut hausser le niveau vraiment de conflictualité politique et sociale de façon énorme. Je pense qu'il faut... c'est pas juste parce que vous avez parlé de surveillance, de transparence, c'est bien au-delà. Mais je dis, il faut hausser le niveau de surveillance, de transparence, ça va aboutir à un niveau de conflictualité plus important. Mais si on veut s'attaquer à certains intérêts à court terme qui sont prédateurs des richesses naturelles et qui mettent en danger l'avenir de nos populations. C'est le débat sur la manière dont on utilise ou dont on vole dans un certain nombre de cas les ressources naturelles des pays du Sud. Bien sûr qu'il faut aller au-delà d'un certain niveau de conflictualité et donc il faut du courage chez les responsables politiques. Et sans doute que le système actuel est pour une part déresponsabilisant. Parce que où seront les dirigeants d'aujourd'hui qui n'ont pas pris les bonnes décisions ? À qui rendront-ils des comptes quand la France, qui est déjà un des pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles, sera en situation de gravité? À qui ils rendront des comptes? Ceux qui émettent des gaz à effet de serre et qui conduisent des populations du Sahel à souffrir de plus en plus de faim, alors qu'avec les efforts internationaux, depuis 15 ans, la faim dans le monde diminuait. À cause du dérèglement climatique, depuis 3 ans, elle réaugmente. Ces responsables, ils existent. Et c'est vraiment le cœur du combat d'Oxfam. Et pour le coup, c'est la continuité de mon parcours. C'est de dire, c'est pas une fatalité. C'est pas des choses comme ça, c'est comme ça existe. Non, c'est pas vrai. Ce sont des choix politiques. Et donc, on peut faire des choix différents au niveau international, mais aussi au niveau national. Et nous, pays du Nord, avons une responsabilité très particulière à l'égard de nos propres populations et aussi à l'égard des populations du Sud. Justement, vous parliez du financement de la transition et de comment les pays du Nord doivent aider les pays du Sud à faire leur transition pour justement lutter contre le réchauffement climatique. En ce moment a lieu la COP24 en Pologne. Avec Oxfam, vous suivez plus particulièrement cette question du financement de la transition. Est-ce que vous estimez que le dossier avance suffisamment aujourd'hui? Première question. Deuxième question, qui est la suite. Est-ce que vous estimez que la France prend suffisamment sa part dans cette bataille du financement par les pays du Nord de la transition des pays du Sud? Non. On a sorti un rapport au mois de mai dernier, justement pour faire la différence entre les engagements, parce que le piège en matière d'écologie, et qui est beaucoup plus grave que dans tous les autres sujets, c'est la différence entre le discours et les actes. Parce que maintenant, plus personne n'ose dire « non, ça n'existe pas, vous nous embêtez avec ça, l'environnement, ça commence à bien faire », plus personne n'ose le dire. Simplement, on dit « make your planet great again », mais on n'est pas du tout au niveau des engagements qui ont été tenus. Voire, on freine les engagements de l'Union européenne. Parce qu'à la fin des COP, il y a tout le temps des sommes en dizaines de milliards sur des fonds de transition. Bon. Exactement. Sauf que, et donc j'invite tous ceux qui sont intéressés à rentrer dans le détail, à aller regarder le rapport qui figure sur le site d'internet d'Oxfam, c'est oxfamfrance.org. La réalité, c'est que effectivement, ces engagements-là ne sont pas tenus. Et qu'aujourd'hui même, où le sujet est débattu à la COP, il n'y a même plus de ministre français pour débattre de ces questions. Il n'y en a plus du tout. Alors, François de Rugy a passé une demi-journée, le secrétaire d'État y a passé 2 jours. Est-ce que pour vous, justement, c'est le signe d'un abandon de cette question, alors que le président de la République s'est vanté d'être le champion du climat, enfin d'avoir été le champion du climat? Est-ce que pour vous, c'est le signe d'un désintérêt Alors, ce qui est très intéressant, c'est de regarder la lecture que font nos amis internationaux sur notre président. Au tout début de son mandat, il faut dire que certains avaient Trump, nos collègues d'Oxfam USA, ils disaient la chance que vous avez d'avoir Emmanuel Macron. Il a l'air de vouloir faire les choses, il est hyper en avance, il a fait le sommet de la Terre, etc. etc. Enfin, Et il éteint les lumières de l'Élysée la nuit. On se souvient de la vidéo. Voilà, sauf que maintenant, ils se disent, mais comment c'est possible, c'est drôle, de dire qu'il va faire autant de choses et d'en faire aussi peu. C'est ça, c'est ce grand écart qui est funeste. Parce que si vous le faites sur d'autres sujets, je vais prendre, je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre, d'expliquer par exemple que la France est un grand pays touristique. Et que c'est le plus grand pays touristique du monde, c'est formidable de faire une super vidéo avec tous les monuments, etc. Vous pouvez faire croire cette histoire. C'est-à-dire que les gens peuvent se dire, ah bah ouais, c'est super, la France, et puis ça marche.
Sauf que, en fait, la question de la lutte contre le dérèglement climatique, vous allez beau faire de grandes déclarations, ça ne va pas empêcher ni les océans de monter, ni les cyclones d'arriver, ni les incendies de se développer. Le climat, il ne répond qu'à une seule chose, c'est la réalité de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Une question peut-être par rapport à la COP et aux enjeux internationaux sur les rapports du GIEC. Parce qu'on peut se demander à la limite si certaines versions du rapport ou certains scénarios abordés par le GIEC sont presque pas trop rassurants dans le sens où ils font par exemple comme si le scénario à plus 1,5 degré pouvait tenir, quoi. Alors, on voit bien qu'il y a très peu de probabilités, mais c'est au fond, comme si on prenait au sérieux justement ces promesses des États qui ne sont pas tenues, quoi. Est-ce que le GIEC il répond à la commande. Et la commande, en l'occurrence, scientifiques, hein, c'est pas un organe politique. Ce sont des scientifiques qui travaillent. Et la commande était de dire quel est l'écart d'impact sur la planète entre un scénario à 1,5 degré et un scénario à 2 degrés. Et la réalité, c'est que chaque dixième de degré, c'est une catastrophe. Le degré de catastrophe n'augmente pas de manière linéaire, mais de manière exponentielle presque. Donc, ça, c'est un signal d'alerte. Le GIEC dit que c'est possiblement encore possible d'atteindre les 1,5 degré. Mais plus le temps passe, et c'est pour ça que cette COP est vraiment sinistre, en fait, quand on y réfléchit, puisque là, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. C'est-à-dire qu'après l'accord de Paris, vous venez à la deuxième COP après l'accord de Paris avec un bilan qui est qu'il s'est passé l'inverse des engagements qui ont été pris. Donc c'est vrai que ça peut être ou complètement désespérant, c'est un des scénarios, hein, tous ceux, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui réfléchissent sur cette question de l'effondrement en étant convaincus que de toute façon on ne pourra rien faire, ou alors l'idée de se dire, en fait, on a les solutions techniques, on a les moyens financiers, on a la capacité cognitive de penser ces solutions. Donc à un moment, on va réagir. Et que l'espèce humaine, face à la catastrophe, développe plutôt des réflexes de coopération que de prédation. Donc en tout cas, moi, c'est en tant que citoyenne presque, en tant que maman, en tant que militante, en tant que femme engagée, je m'accroche à cette idée-là. Mais c'est vrai que là, on a envie de se mettre en colère. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est une partie des dirigeants politiques. C'est pour ça que la volonté de faire bouger les dirigeants politiques, elle doit être majeure aujourd'hui. Il faut les faire réagir. Et la réaction doit devenir de plus en plus forte et les choix politiques doivent être plus courageux et sans avoir peur de la conflictualité. Mais sinon, elle sera avec, en France, 67 millions de personnes au bout d'un moment. Mais quand même, comment vous expliquez qu'effectivement, à la COP, quand vous disiez qu'elle était sinistre, on en soit à savoir si on va saluer ou prendre note du rapport du GIEC, où certains États, parmi les plus puissants de la planète, sont en train de remettre en cause le caractère scientifique du rapport du GIEC. Voilà, comment on explique quand même qu'on en soit à des débats qui semblaient, pour le coup, dépasser? Le déni, je pense. J'ai beaucoup réfléchi à ça, j'ai essayé de me dire comment c'est possible. Et je pense que c'est le déni. Le déni, c'est un réflexe de l'espèce humaine qui est que face à un problème, on fait comme s'il n'existait pas. Et je pense que c'est une sorte de déni, à la fois personnel et collectif, nourri par l'idée que peut-être quelques-uns pourront s'en sortir. Mais je ne suis pas sûre qu'on ne soit pas en train d'évoluer. Enfin, notamment ce qui s'est passé aux États-Unis, le feu, il ne fait pas tellement de différence entre les riches et les pauvres. Donc je pense que certains doivent commencer à comprendre que personne ne pourra se protéger. Pour une raison simple, nous sommes tous des terriens, habitants d'une même planète, concernés de façon globale par l'avenir de cette planète. Mais c'est aussi ça l'élément compliqué. C'est que la réaction, elle doit être planétaire. Et que les engagements et que la manière d'agir doit être faite de manière active partout. C'est-à-dire que même si vous agissez très bien dans votre petit périmètre, et je le vois dans les réponses que je reçois parfois. Les gens disent « ça va, la France, c'est 0,9% des émissions de gaz à effet de serre, donc ils n'ont qu'à commencer les Chinois, en gros ». Et ben, quand vous dites ça, en fait, vous avancez jamais. Donc, je pense que le problème aussi, pour le coup, la France ne peut pas tellement donner de leçons parce qu'on a été très vocaux sur ces sujets-là. Le président de la République l'a été. Et quand vous regardez, le RAC a publié, le réseau Action Climat, un tableau de bord très, très, très clair sur les 9 engagements de la France dans la transition écologique et qu'il y en a un seul qui est tenu, c'est les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie, mais que pour tous les autres, on est très très loin des objectifs. Vous n'êtes pas en situation de peser sur les autres. Mais pour vous, c'est vraiment le déni qui explique les discours et les choix politiques de Trump, l'élection de Bolsonaro au Brésil, le discours des Saoudiens. Je parlais de ceux qui remettaient en cause le rapport du GIEC. En l'occurrence, c'est les Saoudiens. Voilà. Non, les Saoudiens, ils ont quand même un petit lien avec le pétrole assez fort. Donc on peut imaginer que là, il n'y a pas que du déni. Mais il y en a certains dont on sent qu'ils sont
aussi concernés. Enfin, les États-Unis ont déjà leurs premiers déplacés climatiques. Ce sont des Indiens de Louisiane, dont l'île sur laquelle ils vivaient depuis des générations et des générations est en train de disparaître sous les eaux. Donc, on peut se dire quand même, il faut faire face à cette réalité. Donc oui, je pense qu'il y a du déni. Bien sûr qu'il y a le fait qu'effectivement, il y a des relais de lobby et d'intérêt à très court terme. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser, peut-être que je suis naïve, que même un grand pétrolier a des enfants, peut-être des petits-enfants, et va se dire qu'à un moment, ça ne va pas marcher. Parce que c'est pour ça aussi qu'il faut, je pense, ne pas laisser le pouvoir entre les mains de quelques-uns. C'est toute la force de ce que je disais sur le pouvoir citoyen. On est plus nombreux, au final, que mais les quelques-uns qui décident. Léna évoquait Bolsonaro. C'est-à-dire, bon, on dit la Chine, ok, c'est un régime autoritaire. Les îles qui vont disparaître à plus 1,5 degré, bon, elles comptent peu sur la scène internationale. Mais il y a quand même des pays où il y a des élections qui se passent dans des conditions relativement correctes et qui élisent des présidents qu'on dit climato-sceptiques. Alors que ce sont des populations pauvres les plus touchées, comme vous l'avez décrit au début de cet entretien. C'est vrai que c'est une vraie question. Alors je pense que la peur peut nourrir aussi ce type de réaction. Parce qu'en vrai, c'est légitime d'avoir peur de la catastrophe climatique. Parce qu'elle est maintenant sous nos yeux, ce n'est pas les générations futures. Et en plus, vous n'avez aucun moyen de vous en protéger vous-même. Donc c'est logique que ça nourrisse la peur. Donc je pense que c'est ce cocktail-là. Et c'est pour ça qu'il faut absolument proposer un autre scénario. Et dire que c'est possible. Parce que c'est possible. C'est techniquement, technologiquement, financièrement possible. Donc j'entends bien tout ce qui se passe, mais on ne peut pas baisser les bras. C'est aussi pour ça qu'il faut trouver d'autres moyens d'action. C'est aussi pour ça qu'à titre personnel, ce passage vers l'engagement dans une ONG, je me dis, il faut faire que la société civile évolue, il faut faire mûrir. Ça ne peut pas être entre les mains de quelques-uns. Et ça ne peut pas être entre les mains d'encore moins quelques-uns, même s'ils ont raison, comme le sont les écologistes qui disent, qui ont alerté sur la catastrophe. Franchement, ils se font tromper sur quasiment rien, les écologistes militants ou même les écologistes politiques. Mais ça ne suffit pas, donc il faut trouver d'autres modes d'action, d'autres moyens. Alors, je vous propose qu'on creuse cette question-là sur les autres moyens d'action. On va regarder ensemble un extrait de quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Corinne Morel-Darleux, qui a participé à un débat sur l'effondrement, notion que vous évoquiez tout à l'heure, une vidéo qu'on peut revoir sur le site, sur notre chaîne YouTube. Et voici ce qu'elle disait de son rapport à la politique. On regarde. Moi, on peut le dire, consacré 10 années de ma vie au militantisme, à l'action politique et notamment institutionnelle, par cette fameuse stratégie de conquête du pouvoir. Aujourd'hui, j'arrive à un moment où il me semble que d'abord cette stratégie de conquête du pouvoir est beaucoup trop lente par rapport à l'urgence du changement et du rapport de force à enclencher, et où d'autre part, il me semble qu'en plus, ce dispositif électoral, en fait, nous coupe les ailes à force de nous prendre du temps, de l'énergie dans un jeu de dupes qui est piloté par des forces qui nous échappent. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où on doit trouver d'autres formes d'action politique. Je ne jette pas la pierre à ceux qui continuent à s'investir dans ce dispositif électoral. Personnellement, je le trouve de plus en plus hors sol par rapport à l'urgence de la situation. Et il me semble qu'il faut qu'on rentre dans des mouvements de désobéissance civique beaucoup plus radicales qui viennent bousculer et perturber le système de manière beaucoup plus forte, voire aller vers de l'action directe de blocage, voire de sabotage de chantier, je le dis là aussi cash. Voilà, alors ça a d'autant plus de poids, comme elle le rappelle, que c'est quelqu'un qui est élu et qui a passé, comme elle le rappelle, 10 ans de sa vie dans un cadre partisan. Alors vous venez de ce cadre partisan, et elle dit deux choses. Elle dit l'action politique classique dans les partis, dans les institutions, c'est à la fois trop lent et à la fois on pèse pas assez. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? D'abord, j'aime beaucoup Corinne. Vraiment, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, et j'estime sa réflexion. Car même si elle n'aboutit pas à l'endroit où j'aboutis, je la comprends. Enfin, presque je la partage au sens, je peux comprendre la rage que ça provoque. Moi, j'ai écrit un livre après mon expérience ministérielle, mais il y a encore des choses que je n'ai pas digérées, des espèces de colère. Enfin, je me disais, l'autre soir, en m'endormant, je me disais, en fait, de temps en temps, j'avais vraiment le sentiment d'être autour de la table du Conseil des ministres avec un gilet jaune. Je me dis, ça n'existait pas à l'époque, mais franchement, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, j'avais envie de secouer la table. Et après, je suis bien élevée, je ne l'ai pas fait, même si ma réputation de femme politique a beaucoup pâti, je pense, de temps en temps, de quelque chose qui venait de très loin, de cette rage qu'elle décrit, de la lenteur. Moi, je me souviens,
quand j'étais élue régionale, où on m'avait expliqué, enfin avant, que ce n'était pas possible de faire le pass Navigo unique, que tout le monde a dans sa poche maintenant, parce que c'était trop compliqué avec les tourniquets, avec une explication technique hyper longue, etc. Et c'est vrai que la machine technocratique, tout ça, est très habituée à dire oui, c'est bien aux élus, et à les endormir et à les fatiguer en disant il suffit de patienter un peu, dans un an, il y a une nouvelle élection et ça va s'arrêter. Donc je comprends, et qu'à un moment, elles se disent si on n'y arrive pas, il faut planter des pieux directement dans les engrenages. Moi, mon cheminement, il est un peu similaire, mais il aboutit à une conclusion différente, qui est celle de l'action dans une organisation comme Oxfam, qui est une organisation internationale. Pourquoi ? Parce que je pense justement qu'il y a eu beaucoup de retours sur il faut agir au niveau local, micro-local, nous on va vivre bien et puis on va s'organiser. Ça je comprends aussi, mais ça ne me parle pas parce que je me dis en fait le problème là il est un peu trop énorme et même si dans votre coin vous mangez bio, vous avez quasiment zéro déchet, vous allez quand même respirer les polluants et vous allez aussi être victime du dérèglement climatique. Donc je comprends, je respecte, je trouve qu'il y a des initiatives passionnantes et même des endroits ultra agréables à vivre. Mais moi, l'ampleur du problème m'oblige à me poser la question d'une réflexion au niveau plus global. D'où Oxfam, qui est une organisation internationale qui en plus fait le lien entre les questions sociales et les questions écologiques, parce que c'est aussi une des difficultés, je pense, c'est que souvent on s'est dit, c'est à côté, mais il y a les priorités du moment. Et que la question aujourd'hui, c'est comment on s'attaque aux deux en même temps. Pourquoi ? Parce que peut-être que si, jusqu'alors, il n'y a aucun dirigeant qui a été élu au niveau national avec un agenda écologiste, il ne faut pas en vouloir non plus. Enfin, je mettais en cause les dirigeants politiques, mais en vrai, Macron, il n'a jamais promis d'être un écolo au pouvoir. D'ailleurs, il ne l'est pas. Et il ne l'était pas avant, et c'est bizarre d'être plus jeune que moi et d'être aussi peu écolo, franchement. Mais cette parenthèse fermée, ça n'est arrivé nulle part dans le monde. Donc après, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Et sans doute parce qu'il y a un impensé qui est celui de considérer, à raison, que le danger pour l'espèce humaine est tel que c'est ça la priorité. Sauf qu'en fait, l'acceptabilité n'existe pas si on n'accepte pas de s'attaquer en même temps à cette question des inégalités. Et pour moi, c'est là où Oxfam a compris depuis longtemps la nécessité de lier ces deux sujets. De lier la question de la pauvreté et la question du climat, la question des inégalités et la question de la transition écologique, et te dire il faut s'attaquer aux deux chantiers en même temps. Et aussi de dire, en fait, de donner de la sincérité et de dire on est tous sur le même bateau, en l'occurrence tous sur la même planète, riches compris, et d'ailleurs les riches qui sont plus riches vont davantage contribuer, et même massivement contribuer. Et donc, le mode d'action, ça c'est l'analyse globale, le mode d'action, c'est ce que nous on appelle le pouvoir citoyen, se dire oui, on est plus nombreux. Parce que la difficulté de tous ces gens dont on parle, c'est qu'en fait, et d'ailleurs ils le vivent aujourd'hui, finalement ils ne sont pas si nombreux. Vraiment, ils sont très très peu nombreux. Quand on parle de 1%, 1% de la population française, c'est 600 000 personnes. Vous imaginez s'il y a juste 10% de la population française qui n'est pas d'accord, le rapport de force, et qu'en fait une grande partie des citoyens ont intériorisé une inversion du rapport de force. C'est-à-dire que ces riches qui décident sont plus puissants. En fait, non. Ils sont aujourd'hui plus puissants parce qu'une immense majorité de ceux qui subissent leur choix politique ou leur domination l'acceptent. S'ils ne l'acceptent plus, les choses s'inversent. Et c'est ce qui est un peu en train de se passer. D'ailleurs, on la voit, la panique. Et d'ailleurs, la chose très nouvelle, en tout cas qui, moi, m'a surprise en tant qu'ancienne militante politique, mais même militante engagée, c'est ces manifs sur les Champs-Élysées et dans ces quartiers-là. Enfin, tous les militants de gauche classiques, ils allaient sagement manifester à Bastille, à République. Jamais ils se seraient dit, allez, tiens, on va aller à Concorde et aux Champs-Élysées. Et quelque part, c'est finalement assez significatif d'une réalité. Et ensuite... Est-ce que ce n'est pas significatif d'une réalité, enfin aussi, tout d'un coup, d'arrêter d'être respectable. Je dis ça parce que c'est un peu en lien aussi avec ce que vous disiez sur Oxfam. C'est que, à la fois, c'est le pouvoir citoyen, à la fois, c'est un énorme travail, comme d'autres ONG, mais qui est aussi celui d'Oxfam, de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, auprès des gouvernements, de convaincre pied à pied des parlementaires, des ministres, d'être à la COP24. Oxfam est présente en Pologne. Émilie, d'ailleurs. Exactement.
pour faire ce travail de plaidoyer, qui est finalement un travail aussi de lobbying extrêmement respectable. C'est-à-dire qu'il respecte les cadres existants, les élus, la représentation telle qu'elle est organisée. Est-ce que finalement, comme le disait aussi Cyril Dion au moment des manifestations, là, des gilets verts, des gilets jaunes, et disant il faut faire cette convergence, voilà, est-ce que finalement il ne faut pas un peu se radicaliser tous et que les marches du climat, faire des plaidoyers, marcher pour le climat, c'est super, mais en fait, ça ne marche pas et il ne faut pas assumer un degré de radicalité plus grand? C'est une vraie question. Alors, ça marche quand même un peu. Enfin, le verrou de Bercy, qui était quand même un sujet incompréhensible, on a réussi avec d'autres. Ce que c'est. Voilà, c'était l'incapacité pour la justice de pouvoir instruire des plaintes sur des infractions fiscales s'il n'avait pas l'autorisation du ministère de l'économie, enfin en l'occurrence du ministère des Finances. Ouais. Donc ça, maintenant, ça a beaucoup, c'est pas encore, on n'a pas complètement supprimé, mais ça a énormément régressé. Parce que des ONG, notamment Oxfam, ont avancé. La taxe sur les transactions financières, vraiment, c'est un travail de conviction et de bagarre. Donc parfois, ça marche. Il ne faut pas non plus le refuser, parce que c'est vrai que les actions très radicales, elles peuvent aussi provoquer des mécanismes de rejet. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, il y a une complémentarité. Un des éléments de mon histoire militante globale de ces dernières années, c'est Notre-Dame-des-Landes, qui était quand même une absurdité absurde. S'il n'y a pas eu de Notre-Dame-des-Landes, la vérité, c'est qu'il y a eu des zadistes, c'est qu'il y a eu des paysans sur place, c'est qu'il y a eu des ingénieurs de la direction de l'aviation civile qui, en cachette, ont donné des éléments et nourri des rapports. C'est qu'il y a eu des ministres écologistes dans un gouvernement qui, au moment où une opération d'évacuation a été lancée, ont fini par être assez virulents. C'est qu'il y avait plein de gens différents. Donc en fait, je ne suis pas sûre, c'est pour ça que j'écoute avec respect ce que dit Corinne. Et maintenant, je pense qu'il faut tout. Il faut aussi des gens dans les institutions, il faut des gens qui sont capables de débloquer la situation, il faut des super technos. C'est devenu à l'ordre du jour, puisque le Conseil de Paris l'a voté hier, l'encadrement des loyers. Honnêtement, c'est ma détermination politique et sans doute l'idée qu'à l'époque, je ne pensais pas que ce n'était pas possible. Quand vous étiez ministre du Logement, c'était le projet de loi que vous avez porté. Voilà. Je pense que si ça avait été pas moi, ma première responsabilité, et peut-être qu'il y avait tellement de bâtons dans les roues que j'aurais laissé tomber, mais c'est aussi des techniciens, des gens de la haute administration hyper forts qui ont travaillé sur les dispositions techniques. Et c'est aussi, historiquement, le DAL, Jean-Baptiste Ayrault, tous ces gens, la ville de Paris, qui avaient pris des délibérations en faveur de l'encadrement des loyers. Donc en fait, je pense que, pour répondre à votre question très sincèrement, je pense qu'il faut tout. Oui, il faut des militants plus radicaux. Et je comprends ce qui se passe, le mouvement Extinction Rebellion à Londres en ce moment. J'aime beaucoup parce qu'en plus, ils sont britanniques. Et j'adore ce monsieur qui tracte en disant... Je nous excuse de vous déranger, mais nous pensons que la situation est si grave que nous n'avons pas le choix que de faire ce type d'action. De façon très polie. Et je comprends ça aussi. Je ne sais pas si un jour je poursuivrai mon chemin dans cette direction, comme Corinne, mais je le comprends. Parce que quand on sait la réalité qui est documentée, mais ça vaut pour la question des inégalités. Enfin, quand on publie ce rapport qui explique qu'en fait, et parce que les calculs actualisés par l'OFCE, c'est plus 9 000 € pour les 1% les plus riches et moins 80 € pour les plus pauvres, en fait, ça met en colère. Enfin, ça met vraiment en colère. C'est-à-dire qu'on se dit, mais à quel moment, qui a pu penser une seconde que c'était juste ? La France, c'est le pays où, en 2017-2018, il y a eu le plus grand nombre de nouveaux millionnaires juste après les États-Unis. C'est quand même pas croyable. Enfin, et donc, je comprends ceux qui ont la rage, oui. Et donc, moi, j'ai les moyens de l'exprimer différemment. Mais je le disais, je pense que la force d'Oxfam d'être présent partout, et comme le dit Winnie Byanyima en allant à Davos, elle va y retourner cette année, d'aller là où sont ceux qui posent le problème, je pense que c'est bien aussi. Et donc, moi, je vais à tous les endroits où on m'invite, je vais discuter avec les décideurs économiques parce qu'il faut qu'ils sachent la prise de risque qu'ils prennent pour leurs entreprises, pour leur avenir, mais pour eux-mêmes d'ailleurs, pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, on voit bien que quand on dépasse les limites, il y a quelques grands patrons qui l'ont vécu, y compris pour eux personnellement, ça leur arrive. Donc, je pense qu'il faut tout utiliser. Donc, une sorte de division des tâches. Chacun, c'est pour ça aussi que c'est bien l'engagement. Chacun s'engage là où il se sent à l'aise avec son mode d'engagement. Alors, parlant de ces différents modes d'engagement, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a rappelé, vous venez du monde politique, vous vous engagez à Oxfam, dans le monde associatif, le monde du plaidoyer, aussi de l'expertise d'ailleurs. Et de l'humanitaire, parce que Oxfam, il faut quand même le rappeler, Oxfam, au départ, c'est une des 5 plus grandes organisations
humanitaire. Et ça change aussi quand on se lève le matin et qu'on sait que ce qu'on va faire, ça va faire qu'il y a des gens qui auront une tente sur la tête ou à manger le soir, vraiment. Et puis, il y a une autre personnalité qui était porte-parole d'Oxfam et qui, là, vient d'accepter la tête de liste de la France Insoumise pour les prochaines européennes, qui est Manon Aubry. Du coup, quelle est votre réaction de voir quelqu'un de votre organisation qui fait le chemin inverse et qui va vers le monde politique? Alors, à titre personnel, parce que c'est un choix personnel, elle n'a demandé l'avis à personne, ça n'est pas du tout une discussion liée à Oxfam, c'est son choix et son chemin personnel, je peux que le respecter, tout particulièrement quand c'est des jeunes femmes qui s'engagent. J'ai toujours plus qu'une tendresse, une affection particulière, parce que je sais à quel point c'est compliqué. Ensuite, nous, on est une organisation apartisane et j'y tiens beaucoup. Je l'applique à moi-même. D'ailleurs, c'est drôle, plus le temps passe, ça fait 6 mois maintenant que je suis la directrice générale, plus je sens que je suis devenue un peu éloignée. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas comme une femme politique et je regarde le monde politique avec des yeux qui sont de plus en plus distants. Et donc, Manon, elle fait un chemin inverse. Elle le fait... elle a quitté Oxfam et Pauline Leclerc est aujourd'hui la porte-parole sur les questions de justice fiscale et d'inégalité. En fait, c'est assez simple. Et par ailleurs, dans plein d'autres pays, la France a quand même une séparation assez nette entre ces registres d'engagement. Pour beaucoup de mes collègues, c'est très naturel. Winnie Byanyima, qui est la directrice internationale d'Oxfam, elle a été longtemps députée, elle a été elle aussi militante, elle a même fait... une guérilla, donc c'est encore une autre histoire militante face à une dictature. Donc le parcours d'engagement, c'est celui de chacun. Je le disais, et ça peut aussi être des différents moments de la vie. Puis de temps en temps, on a le droit de faire une pause aussi, ça peut arriver. Bien, on vous remercie, Cécile Duflot, pour cet entretien. Merci à vous. Et puis, restez avec nous sur Mediapart Live. On va parler d'un autre sujet important sur l'intégration européenne, comment démocratiser l'Europe, avec une initiative portée par Thomas Piketty et Stéphanie Hennette qui viennent en parler tout de suite, là, dans 2 minutes sur notre plateau. Restez avec nous. Merci.